Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle invitation au voyage. Aujourd'hui, je vous emmène explorer l'île de Hiiumaa en Estonie. Et si j'ai un conseil à vous donner, laissez-vous guider par vos oreilles. À l'instar du compositeur Erkki Sventure, qui s'inspire du claquement des vagues comme du murmure du vent dans les sous-bois. Autre île en vue, en Écosse, celle-ci, c'est celle de Cana. Moins de 20 habitants et des milliers d'oiseaux. Le jardin des Hébrides, comme on la surnomme, défend farouchement la culture gaélique, vous verrez. Quand tu entends l'huîtrier crier au-dessus de toi parce que tu t'approches de son nid, il crie en gaélique. Comme s'il disait « Laisse-moi tranquille, laisse-moi tranquille ». 500 degrés, c'est la température que peut atteindre ce four, le tandoor. Il a donné son nom à l'une des recettes les plus célèbres de la cuisine indienne, le poulet tandoori. Nous serons au Rajasthan pour en découvrir les secrets. Le mien est tout petit, alors que je suis le plus gros de la bande. Mais non, je vous taquine. Enfin, on jouera les caméléons dans la région de Nancy. Vous verrez comment est née la première tenue de camouflage au monde grâce à l'incontournable. Mais tout de suite, la devinette. Quel moyen inattendu un pasteur va-t-il trouver pour empêcher l'exode rural dans la vallée du Queyras ? Après la Première Guerre mondiale, des missionnaires protestants venus de Suisse et d'Angleterre s'installent dans cette partie des Hautes-Alpes, alors en plein exode rural. Ce sont eux qui vont redynamiser la vallée d'une manière originale. Laquelle ? Pour la réponse, comme d'habitude, il faudra être un peu patient. Car pour commencer, on a rendez-vous en Estonie. Vous allez voir que quand on voyage avec un musicien, on ne perçoit pas la nature de la même façon. C'est l'inspiration. Parfois, une île peut contenir tout l'univers. Dans la pénombre d'une forêt ou sur le rivage désert, face à l'immensité bleue de la Baltique, au fil des saisons, le compositeur estonien Erkki Sventure, attentif, contemple la nature de son île natale de Hiiumaa. Ses mystères et ses métamorphoses, il les fait résonner dans sa musique. Couronné de prix, ce compositeur estonien majeur est aujourd'hui sollicité par les orchestres les plus prestigieux d'Europe, d'Amérique, mais aussi d'Australie et jusqu'au Japon. Erkki Sventure a pourtant un parcours très original. Alors que l'Estonie est toujours sous l'occupation soviétique, il fait ses débuts à la tête d'un groupe de rock progressif qu'il crée à la fin des années 70. Dès lors, c'est vers l'ouest que son regard se dirige. À partir des années 80, il se tourne vers la musique classique contemporaine. Nourri de multiples courants, son œuvre, inclassable, regorge d'une puissante vitalité. Sur son île, seul face aux éléments, Erkki Sventure nous plonge dans son univers préservé du temps et de l'espace. Dans l'ouest de l'île de Hiiumaa, la péninsule de Kepo s'étire dans la mer Baltique. Ici finit la terre. En compagnie de sa femme Anne, le compositeur aime emprunter le sentier au milieu de la pinède qui surplombe la plage. Tu vois ces pins ? Ils me plaisent beaucoup. Surtout comment le vent les a courbés. Et regarde celui-là, là-bas, en forme d'instrument. Ça scintille là-bas. Oui. La lumière change tout le temps. Sur la pointe, là où s'entrechoquent les courants de la Baltique, la mer, étrangement calme aujourd'hui, aime à se déchaîner. Un spectacle qui enchante le compositeur. Les différents éléments, la terre, l'eau, l'air, et bien sûr, sous le signe du soleil, le feu,
La rencontre entre tous ces éléments, je le sens, cela me charge, me donne de l'énergie et de la force pour travailler avec mes pensées, mes idées. Et d'une certaine manière, me rend ouvert à l'inspiration. En 1989, le compositeur consacre à Hiiumaa Insula Deserta, une œuvre pour orchestre à cordes, un portrait poétique de son île. L'Estonie devra attendre encore 2 ans pour retrouver son indépendance, mais cette œuvre passe à l'ouest, elle parvient jusqu'en Finlande et lui assure son premier grand succès. Insula Deserta, c'est le nom qu'on donnait à Hiiumaa, dans les anciens écrits quand l'île n'était pas peuplée. Ce morceau démarre avec de légers coups de vent qui arrivent de nulle part et qui ensuite vont en s'amplifiant. Il reflète les forces et les énergies qui se manifestent dans la nature de Hiiumaa et dans la mer environnante. Sous l'occupation soviétique, Hiiumaa reste quasi interdite d'accès. À la frontière du rideau de fer, l'île est perçue par les autorités comme une porte d'évasion vers l'Occident. Ce qui a sans doute contribué à préserver sa nature sauvage. Les forêts couvrent presque toute l'île. Un univers primordial pour Erkki Sventur. Je me suis toujours senti dans la forêt comme si j'étais dans une immense cathédrale naturelle. C'est un endroit sacré. Si nous pensons à tout ce qui est au sol, tous ces arbustes, le sous-bois, et puis ces troncs qui s'élancent vers le haut, vers le ciel, et ces branches qui, à leur tour, s'entrelacent dans ma conscience, si on peut dire, musicale, ces colonnes puissantes sont comme des accords dans différents registres qui sont reliés entre eux dans un tout polyphonique. Un ensemble qui résonne magistralement dans la symphonie numéro 6 Strata, créée en 2007. Cette composition est tout un monde sonore. Piaillement d'oiseaux, bruissement du vent dans les branches. Et au loin, le bruit des vagues qui s'écrasent sur les rochers. Strata signifie les strates géologiques. Dans la 6e symphonie, il n'est pas uniquement question de géologie, mais aussi des strates dans notre conscience, dans le sens le plus profond. Mais d'un autre côté, on peut faire le parallèle avec la forêt, où nous percevons différentes strates dans les sous-bois. Voilà des années que Erkki Sventur a choisi de s'installer ici, en pleine forêt, dans la partie la plus isolée de l'île. Chaque jour que je passe ici, j'aperçois de nouveaux détails de la nature. Qu'il s'agisse d'une toile d'araignée trempée de rosée dans le pré ou d'une petite fleur qui vient d'apparaître ou d'éclore. Ici, il y a tellement de matière.
C'est une source de pur émerveillement. Et de temps en temps, un lien direct se crée avec certains phénomènes visuels et certaines textures musicales. Par exemple, la manière dont la lumière joue en ce moment avec les feuilles de l'arbre et dans la manière dont le vent les agite. Cette texture vibrante, en mouvement perpétuel, je l'ai déjà utilisée dans ma musique. Bien entendu, je ne vis pas seul ici, mais avec ma chère épouse, Anne. Sans ce soutien qui dure depuis 44 ans, il me serait impossible de rester ici pendant de longues périodes. Leur histoire commence à la fin des années 70. Étudiant en flûte et percussion à Tallinn, Ture fonde un groupe de rock progressif InSpe, dans l'espoir en latin. Un nom plein de promesses à cette époque où l'Estonie est encore sous l'occupation soviétique. Il demande alors à la jeune pianiste de le rejoindre dans cette aventure. En 1985, il dédie à Anne sa sonate pour piano, qui va devenir l'une de ses œuvres les plus interprétées. Son dévouement, sa musicalité, il y a un vrai pouvoir de suggestion dans son jeu. C'est captivant. C'est comme si, en la regardant jouer, j'oubliais tout le reste. La façon de jouer d'Anne m'a fortement inspiré. Et c'est la raison pour laquelle je lui ai dédié ma sonate pour piano. Je l'ai écrite pour son examen final au conservatoire, car il lui fallait un morceau de musique estonienne contemporaine. Et elle m'a dit, pourquoi jouer un morceau de quelqu'un d'autre? Écris-moi quelque chose. Et c'est comme ça que c'est arrivé. À quelques kilomètres de la maison, symbole de Hiiumaa, le phare de Kepo, haut de 36 mètres, est l'un des plus anciens au monde, toujours en activité. Quand je suis monté pour la première fois dans cette tour, je me souviens d'une sensation inégalable. C'était comme si je tenais la presqu'île dans ma paume. J'ai pu observer les différentes côtes et les différents sites. J'étais vraiment étonné de voir toute cette étendue de forêt. Lors des soirées d'hiver, j'aime bien me promener par ici et regarder le phare. Surtout quand il y a du brouillard. Alors, on voit le rayon lumineux depuis très loin. En 1997, le phare de Kepo et sa capacité à guider les hommes dans l'obscurité devient pour Erkis-Ventur une source d'inspiration. Ainsi naît Lighthouse, le phare en français, une œuvre pour orchestre à cordes. C'était une commande pour un festival dédié à Bach. Et Jean-Sébastien Bach lui-même était comme un phare grâce à sa musique. Le rayon lumineux qu'elle projette touche les gens à travers les siècles. Et ainsi va la musique d'Erkis-Ventur. Elle aussi résonne à travers le monde depuis sa petite île perdue au milieu de la Baltique.
Un petit marathon maintenant, est-ce que ça vous dit? Dites oui. Avec des triplés qui ont réussi l'exploit d'aller ensemble au JO. C'est le clin d'œil de Thomas Chauvineau. C'est un trio au JO de Rio. Elles sont 3 sœurs, des triplés. Les premières et les seules jusqu'à présent à avoir participé en même temps aux Jeux Olympiques Cru Carioca en 2016. Les sœurs Loïc sont estoniennes. Et heureusement, leurs prénoms figurent sur leur dossard, Lily, Leila et Lina. Difficile de les distinguer. Elles ont sensiblement la même taille. Au moment de la course, elles ont toutes les 3 le même poids, chacune cependant a sa propre façon de courir. Elles sont nées le 14 octobre 1985 dans une Estonie qui était encore russe, mais plus pour longtemps. Nous sommes au début de la perestroïka, quand le dirigeant de l'URSS, Mikhaïl Gorbatchev, commence à ouvrir le rideau de fer. Elles sont pressées, les sœurs Luik. Elles ont 1 mois d'avance. Elles courent déjà à leur façon. Leur mère aurait préféré qu'elles fassent du piano, mais non, ce sera le sport. La natation d'abord, puis la course. En Estonie, Leila a déjà été championne du marathon et Lina du semi-marathon. La route est tracée, tout droit, jusqu'à Rio. À l'occasion de ces Jeux, un historien a passé en revue les 12 000 participants des JO modernes référencés. Sur 12 000 donc, il a trouvé 200 paires de jumeaux, aucun triplé, à part les sœurs Luik. Leur entraîneur, Harry Lemberg, a pris conseil auprès de Renato Canova, célèbre dans le milieu de l'athlétisme pour avoir entraîné les Allemandes Anna et Lisa Hanner. Elles sont jumelles et elles participent aussi au marathon olympique de Rio. Elles y ont même fait sensation. Lisa, qui était en tête des 2, a attendu sa sœur Anna pour franchir la ligne d'arrivée et occuper la 81e et 82e place devant les triplés estoniennes, loin du podium. Lily finit 97e sur les 158 participantes. Leila prend la 114e place et Lina ne termine pas la course. Mais comme le disait Pierre de Coubertin, qui n'imaginait pas une seule seconde que des femmes puissent courir un marathon, l'essentiel, c'est de participer. Allez, on prend un grand bol d'air à présent. En Écosse, je vous laisse calculer la proportion d'êtres humains par rapport aux oiseaux qui cohabitent sur l'île de Cana et on se retrouve juste après. Elle est l'une des îles les moins peuplées des Hébrides. Environ 16 habitants vivent sur ce rocher volcanique exposé à la puissante houle de l'Atlantique Nord, Cana. Depuis des millénaires, dans l'archipel des Small Isles, au large des Highlands écossais, Cana constitue un abri naturel pour les oiseaux de mer. Elle est réputée pour sa colonie de guillemots et de macareux qui viennent chaque année se reproduire sur ses falaises escarpées. À l'abri des embruns, une maison au cœur de l'île abrite un trésor. Des mots, des mélodies, des images consignées dans des manuscrits ou enregistrées sur des bandes magnétiques. Plusieurs milliers de poèmes en langue gaélique, les œuvres d'un répertoire oublié que la domination anglophone a voulu effacer des mémoires. La présence de ces survivances exceptionnelles de la culture gaélique ne doit rien au hasard. Les 16 habitants de Cana sont les sentinelles de poètes disparus en même temps que leurs authentiques héritiers. En perpétuant un mode de vie insulaire où le sens de la communauté est essentiel. C'est à l'âge adulte que Fiona Mackenzie a appris le gaélique. Elle a pu transmettre à ses propres enfants cette langue aujourd'hui menacée qu'elle s'est engagée à défendre. Dans un champ, sur les hauteurs de l'île, des vestiges rappellent la présence d'une communauté antérieure à la christianisation de l'Écosse et des Hébrides au VIe siècle par le moine irlandais Saint Colomba.
Il s'agit de la célèbre croix celte de Cana. Elle date de l'époque pré-chrétienne. Mais toute cette zone est fortement liée au moine Saint Colomba. Il existe de nombreuses preuves de l'existence d'une communauté monastique ici. C'est pourquoi cet endroit est appelé Eryl en gaélique, ce qui signifie l'église. La pierre de bénédiction, c'est une pierre ronde. Si vous la tournez 3 fois dans le sens des aiguilles d'une montre et que vous faites un vœu, il se réalisera. La culture gaélique sur une île comme Cana était plus axée sur la langue que sur la spiritualité. La langue était le cœur de la communauté. Le gaélique était en fusion avec l'île et avec ses paysages. Par exemple, juste derrière nous, nous avons Corgan Bay, qui en gaélique est la contraction de Coigar, un lieu, et Dún, un donjon. Nous pouvons voir sur la plage, au sommet d'un piton, une petite tour de guet, un dún pour surveiller les envahisseurs, donc Corgan. L'île a longtemps appartenu à un clan qui l'a vendue au XIXe siècle. Son propriétaire a expulsé en grande partie sa population pour la remplacer par des moutons. Mais certains habitants sont restés s'occuper du domaine. Les propriétaires se sont succédés, et si Cana est aujourd'hui considéré comme un sanctuaire de la langue gaélique, c'est grâce à 2 personnages hors du commun, John Lord Campbell et son épouse Margaret Fairchaw. John Campbell a découvert l'archipel des Hébrides en 1932. Il a d'abord vécu sur une île nommée Barra, où il a décidé que l'œuvre de sa vie serait de rassembler la langue, les chansons et les histoires du folklore gaélique écossais. Il a donc vécu à Barra 2 années et il y a rencontré sa femme, Margaret Fairchaw, une photographe originaire de Pittsburgh, aux États-Unis. Elle vivait alors dans une petite ferme dont elle documentait la vie quotidienne. Ils se sont mariés en 1935. John Lord Campbell et Margaret Fairchaw achètent l'île de Cana au lendemain de leur mariage. Pendant 40 ans, ils recueillent sur Cana et les îles voisines plusieurs milliers de transcriptions de poèmes gaéliques et d'enregistrements de musique traditionnelle, 9000 photographies, des films 16 mm, des lettres originales et des manuscrits. Si les archives sonores originales sont désormais conservées à la British Library de Londres, la maison victorienne des Campbell, Cana House, actuellement fermée au public, abrite la majorité de ses œuvres exceptionnelles. Là où nous nous trouvons aujourd'hui, nous sommes entourés des chants de tous les oiseaux de Cana, et ils sont si importants pour toute la culture gaélique. Et il y a un enregistrement incroyable réalisé par Lord John Campbell à Cana House dans les années 1940, d'une femme de Barra, Annie Johnston, qui était une grande amie de John et Margaret, et une grande contributrice de chansons et d'histoires. Elle a enregistré une série de comptines pour enfants, des comptines chantées dans la cour de récréation, qui imitent tout le chant des oiseaux, comme par exemple le chant de l'huîtrier. Quand tu entends l'huîtrier crier au-dessus de toi parce que tu t'approches de son nid, il crie en gaélique, comme s'il disait « Laisse-moi tranquille, laisse-moi tranquille ». Elle a donc intégré cela dans des comptines pour enfants. Elles sont absolument incroyables. Des choses comme ça. Et c'est véritablement l'un des enregistrements de folklore gaélique les plus lumineux, sans parler des autres chansons. Cette comptine s'appelle Caithne Neun, ce qui signifie langage des oiseaux. John et Margaret percevaient dans ses chants et ses poèmes, clamés dans cette langue primitive, le gaélique, les traits d'une culture profondément imprégnée par la nature.
Le couple était convaincu que cette connexion entre les hommes et la nature reliait aussi les hommes à leurs origines et qu'il était urgent de la préserver. Aussi ont-ils décidé, en 1981, de léguer Cana à la communauté qui résidait sur l'île pour en faire une réserve naturelle que les visiteurs peuvent aujourd'hui atteindre en bateau. Vous savez, nous les personnes qui vivons ici, nous sommes tellement liés à l'environnement. Nos activités dépendent essentiellement de la météo. Je suppose que c'est une sorte de réinvention de la vie quotidienne, d'il y a, disons, 200 ans. Les habitants ont été confrontés exactement aux mêmes choses que nous aujourd'hui, il y a 200 ans. Cana est une communauté unique à bien des égards. Nous sommes probablement l'une des dernières îles à avoir ce genre d'existence traditionnelle. Nous avons un magasin communautaire. Il est géré selon une méthode dite de l'honesty box. Il suffit de mettre l'argent dans la caisse et les gens se font confiance. Gareth Cole ressuscite les traditions culinaires gaéliques. Il s'est installé sur Cana il y a 6 ans, s'y est marié et se forge aujourd'hui une solide réputation de chef cuisinier dans le restaurant local, le Café Cana, en renouant avec la cuisine aux algues. Nous avons la chance d'avoir des eaux incroyables. Elles sont parfaitement cristallines, exemptes de pollution et très riches en nutriments. Comme les fruits de mer, les algues en profitent. Il fut un temps où il y avait 200 à 300 personnes qui étaient impliquées dans l'industrie du varech. On exportait d'énormes quantités d'algues pour l'utiliser dans des produits chimiques. Mais bien avant cela, c'était une partie importante de la vie des insulaires. Le varech est très riche en iode et en vitamines. Et il constitue donc un élément très important comme remède pour se soigner et pour rester en forme. Certains types d'algues peuvent être utilisés pour nourrir le bétail, mais aussi comme aliment, bien sûr. Nous avons une énorme quantité d'algues et de nombreuses variétés différentes. Nous les utilisons toutes au restaurant. Margaret Wellington, qui descend d'une famille passionnée par les oiseaux, a rejoint la communauté de Cana il y a 2 ans. Sur l'îlot de Sanday, relié à Cana par marée basse, elle rejoint le Puffin Stack, un éperon rocheux où vient nidifier chaque année une colonie de puffins, ou macareux, cousins des guillemots. Je travaille comme administratrice de l'île de Cana. Je m'occupe également de certaines questions liées à la biosécurité et j'ai la charge de la protection des oiseaux marins sur Cana. Nous avons ici des macareux, des fulmars, des guillemots et des mouettes tridactyles. Et beaucoup de ces oiseaux étaient capturés dans le passé par les communautés gaéliques pour se nourrir. Les macareux ont été pendant des siècles indispensables aux communautés gaéliques sur les îles les plus isolées des Hébrides. Les anciens en prélevaient sur les falaises et utilisaient aussi leur huile pour s'éclairer. Aujourd'hui, les macareux sont protégés et viennent se reproduire chaque année. Ils attirent les naturalistes du monde entier. Les macareux arrivent généralement vers la fin mai et restent jusqu'à fin août.
moment où ils retournent dans l'Atlantique pour y passer l'hiver. Nous disposons en fait à Cana de la plus longue étude réalisée sur les oiseaux marins. L'étude des oiseaux marins a débuté en 1969. Il s'agit de l'une des enquêtes les plus anciennes du Royaume-Uni sur les oiseaux marins. Les macareux s'accouplent pour la vie. Mais quand ils sont dans l'Atlantique pendant l'hiver, ils sont séparés et reviennent vers la fin du mois de mai pour s'accoupler. Au départ, ils se réunissent généralement en mer, puis ils dérivent ensemble, en groupe, et montent sur l'éperon rocheux pour nicher et donner naissance aux poussins. Mais l'action humaine menace cette précieuse colonie d'oiseaux. La grippe aviaire, issue des élevages industriels, sévit sur ces côtes et on y trouve du plastique que les oiseaux peuvent ingérer. Leur nombre a diminué de manière significative. Heureusement pour eux, là où se trouve leur nid, il n'y a pas de plastique sur les falaises, mais il y en a certainement plus au large. Si le déclin des oiseaux a marqué l'histoire de Cana jusqu'à très récemment, l'été 2022 a été celui d'un record de naissances sur l'île. Les mouettes tridactyles sont les grandes gagnantes de cette hausse de la natalité. La communauté de Cana, elle, ne se contente pas de maintenir son identité gaélique. Elle cherche aussi à s'agrandir et à attirer de nouveaux habitants pour perpétuer cette vie insulaire séculaire. Si vous n'êtes pas fan de la cuisine aux algues, j'ai une autre proposition à vous faire au Rajasthan. Souraj va nous apprendre à préparer un classique de la cuisine indienne qui serait né pourtant par accident. Un bout de poulet cuit par hasard dans le four qui servait au naan. Ça aurait donné le poulet tandoori, ses papilles. Je m'appelle Souraj. Bienvenue dans ma ville de Jaipur. Je vais vous préparer un poulet tandoori. C'est une spécialité indienne. Un poulet découpé et mariné avec du gingembre, de l'ail et plein d'épices. On le sert accompagné d'une sauce maison pimentée. Allez, c'est parti pour la marinade. Voici notre fameux poulet tandoori. On l'a découpé, lavé et on le laisse mariner dans une sauce faite d'huile de moutarde et de sel. Ensuite, on prend notre poulet mariné et on ajoute notre mélange maison. Une fois qu'il est bien recouvert, nous allons le passer au four. Nous utilisons un four traditionnel appelé tandoor. Le nom poulet tandoori vient de là. Le tandoor, c'est très connu. Ici, les gens adorent tout ce qui est cuit de cette manière. On y fait toutes sortes de poulets marinés. Nous avons un tapis de braise au fond. On place le poulet comme ceci. Et il va rôtir sous bonne garde pendant 8 ou 10 minutes. Ici, nous faisons toutes sortes de grillades. Du poulet à la malaisienne, du poulet tikka, du poulet aux herbes, aux cacahuètes, à la tomate. Si je commence à vous faire la liste, ça va prendre des heures. Nous avons 50 ou 60 recettes différentes de marinade.
J'ai l'habitude de la chaleur. Je ne la ressens plus vraiment. Je fais ça depuis près de 5 ans, donc c'est facile pour moi. C'est mon chef qui m'a appris. Le poulet semble avoir rendu toute son eau. On va regarder s'il est prêt. Ça m'a l'air bon. On peut même voir à la couleur que la cuisson est bonne. La touche finale, un peu de beurre pour rendre notre poulet bien tendre. Le mien est tout petit, alors que je suis le plus gros de la bande. Mais non, je vous taquine. Good flavor, nice balance. Très bon, bien équilibré, tendre. Ça me plaît. On quitte le fort d'Ambert pour nous rendre maintenant en toute discrétion à Nancy. Nancy où est né un accessoire désormais incontournable pour les armées du monde entier. Nancy est sa place Stanislas, aujourd'hui lieu de retrouvailles. Mais en 1914, on n'est qu'à quelques dizaines de kilomètres du front de la Grande Guerre. Le 22 août 1914, la France subit de lourdes pertes. 27 000 soldats périssent en une seule journée lors de la bataille des frontières. Ce jour est considéré comme le plus meurtrier de l'histoire de l'armée française. Pour rendre les soldats moins vulnérables à la puissance de feu allemande, un artiste local a une idée. Kenza Marie Safraoui est conservatrice au musée Lorrain de Nancy. Elle nous le présente. Alors Louis Guingaud, c'est un artiste vosgien qui naît à Remiremont en 1864. Et il naît dans une famille qui est déjà, un petit peu familière des milieux artistiques, puisque son père a un magasin de fournitures d'art. Louis Guingaud va progressivement se spécialiser dans le décor de théâtre. Donc c'est un peintre et décorateur de théâtre qui réalise des décors à Paris, qui contribue notamment au théâtre des Variétés à Montmartre. Ce qu'il aime peindre, ce sont des grandes fresques. Mais la guerre vient tout remettre en cause pour lui. Louis Guingaud a à peu près 50 ans au début du conflit. Il est choqué par les lourdes pertes subies par l'armée française à la fin de l'été 14. Et donc, pour des visées à la fois humanistes et solidaires, il se demande comment apporter son aide à l'effort de guerre, notamment en contribuant à sauver la vie des soldats. L'une des raisons pour lesquelles les soldats français sont tués massivement est qu'ils sont des cibles faciles. Des cibles identifiables de loin à cause de la couleur de leur uniforme. Alors à l'entrée de la guerre en 1914, les soldats français portent le pantalon rouge Garance, qui est en usage depuis 1829, et puis une capote bleue avec un képi, lui aussi orné de ce rouge qui est extrêmement voyant. Depuis le XVIIe siècle, les uniformes permettent aux soldats d'un même camp de se reconnaître et de se différencier des civils. L'utilisation de couleurs vives permet également aux commandants de repérer rapidement où se situent ses forces et de voir qui contrôle le terrain, comme les fameuses tuniques rouges de l'armée anglaise ou les uniformes bleus des armées révolutionnaires françaises. Mais depuis la fin du XIXe siècle, la disparition de la poudre à canon et de ses fumées améliore la visibilité sur le champ de bataille et les progrès techniques augmentent la létalité des armes à feu. Malgré le carnage, l'état-major ne se pose pas de questions. C'est un uniforme déjà ancien qui était aussi en usage pendant la guerre de 1870.
Et donc le haut commandement est aussi attaché à cet uniforme qui reprend aussi la symbolique républicaine du rouge, du bleu, qui est déjà en usage dès la Révolution française et au cours du Premier Empire. Et cet attachement-là à la symbolique militaire va expliquer qu'il est difficile de changer finalement d'uniforme. Alors qu'Allemands et Britanniques adoptent des uniformes aux couleurs discrètes dès le début du XXe siècle, le ministre de la Guerre français déclare en 1911 « Éliminer le pantalon rouge, jamais. Le pantalon rouge, c'est la France ». Finalement, un changement d'uniforme bleu horizon plus discret est décidé en 1914, mais généralisé seulement en 1916. Il est trop tard pour en équiper les millions de soldats français qui partent pour le front avec le fameux pantalon rouge. Mais Louis Guingaud voit plus loin qu'un simple changement de couleur. Dans son atelier de la rue d'Auxonne à Nancy, observant son jardin, il commence à naître l'idée finalement de s'inspirer de la nature pour confondre la tenue du soldat avec son environnement. Louis Guingaud était un des membres fondateurs de l'école de Nancy, ce mouvement de l'Art nouveau très spécifique ici dans notre ville qui s'est énormément attaché à l'observation de la nature, de la faune, de la flore. En observant son jardin, il commence à germer l'idée finalement de se servir du pouvoir séparateur de l'œil, c'est-à-dire que en apposant différents aplats de couleurs, l'œil est chargé finalement de reconstituer les formes et les couleurs qui, de manière plus globale, ne se distinguent pas. De ces observations naît l'idée d'une veste qui mélange plusieurs formes et couleurs afin de rendre son porteur difficile à distinguer de la nature qui l'entoure. Alors il va diviser les couleurs, des aplats de vert pour rappeler évidemment l'élément végétal, des cernes bruns qui rappellent aussi la couleur de la terre et qui permettent de créer des effets de relief, et aussi quelques touches de bleu qui sont d'ailleurs la marque de l'artiste, le bleu Guingaud, qui était un bleu qu'il avait mis au point justement dans le cadre de ses activités de peintre décorateur de théâtre. Et l'ensemble va permettre cette invisibilité. Convaincu des bienfaits de son invention, Louis Guingaud envoie un exemplaire de sa veste au ministère de l'Armée, accompagné d'une lettre explicative. La réponse est négative, mais son ami Eugène Corbin, un homme d'affaires, persuadé du potentiel du camouflage, l'encourage à persévérer. Et il va donc demander à Guingaud de fabriquer d'autres toiles dans son atelier à Nancy qui vont servir à une expérience test qui va être assez fondatrice puisqu'ils vont s'en servir pour justement camoufler l'artillerie. Corbin va convaincre le colonel de mener une expérience qui consiste à camoufler un canon et 5 artilleurs et un aviateur qui va voler à 300 mètres au-dessus de cet espace ne va distinguer finalement que les personnes qui sont vêtues de l'uniforme réglementaire et ne verra pas les soldats camouflés. L'idée de Guingaud séduit enfin le commandement français, mais plutôt que de camoufler les hommes, on camoufle l'artillerie et plus tard les chars. Des ateliers spécialisés dans le camouflage voient le jour en arrière du front, mobilisant de nombreux artistes, dont Louis Guingaud. Louis Guingaud va continuer tout simplement à œuvrer, à fabriquer des toiles camouflées à Toul jusqu'à la fin de la guerre. Aider de son fils, aider de ses proches et puis mobiliser aux côtés d'autres artistes pour produire du camouflage. L'invention d'origine de Louis Guingaud, la veste de camouflage, met longtemps à s'imposer à grande échelle. Si certaines unités en sont équipées pour leur uniforme dès la Seconde Guerre mondiale, comme les Waffen-SS, les uniformes camouflés ne sont adoptés qu'en 1981 pour les soldats américains et qu'en 1991 pour l'armée française. Le camouflage est amélioré en version pixelisée qu'on dit encore plus efficace. Clin d'œil à l'invention de l'artiste lorrain en 2023, Pharrell Williams, directeur artistique pour Vuitton, offre au camouflage une version plus civile et glamour lors de la Fashion Week de Paris. Le motif qui permettait d'être invisible devient ici celui qui vous fait remarquer. Et il est temps de répondre à la devinette. Je vous demandais en début d'émission quel moyen inattendu avait trouvé un pasteur pour empêcher l'exode rural dans la vallée du Queyras. Eh bien, il a développé le ski de fond. Si certains pasteurs créent des coopératives pour dynamiser la vallée, un autre préfère transformer une ancienne ferme piémontaise en école de ski. En 1969, Bernard Gentil ouvre le premier centre de France. Tous les jeunes de la montagne sont mis à contribution pour construire les piliers des remontées mécaniques. Et grâce au travail de ce pasteur, la région devient une destination touristique prisée pour les activités de sport d'hiver. On se retrouve donc demain en haut des pistes. Peace, Palt.